Bonjour YouTube, c'est la reprise des questions d'actualité au gouvernement. J'espère que tu vas bien. J'espère que, comme moi, ça t'avait manqué parce que moi, ça fait 3 mois que j'ai pas eu de questions d'actualité au gouvernement. J'en pouvais plus. Et alors, on est dans une situation particulière parce que maintenant, c'est plus François Bayrou qui va présider, entre guillemets, à la réponse du gouvernement aux questions d'actualité au gouvernement. C'est Sébastien Lecornu, notre nouveau Premier ministre, renommé une deuxième fois, voilà, mais qui va faire le nécessaire. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir, après Sébastien Lecornu, ministre des Armées aux questions d'actualité, nous allons découvrir Sébastien Lecornu, Premier ministre aux questions au gouvernement. Alors même que Yael Braun-Pivet s'installe à son fauteuil, c'est incroyable, tout est bien réglé, tout est bien paré, tout est bien organisé, tout est bien optimisé. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et on y va. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Oui. Pardon. La première va être posée par Madame Nadège Abomangoli pour le groupe La France Insoumise. Et c'est LFI qui ouvre le bal. Accrochez-vous. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, votre présence sur ces bancs est une anomalie démocratique car vous êtes illégitime. Vous perdez les élections, mais vous continuez à confisquer le pouvoir. Nous vous ferons partir, comme vos prédécesseurs, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron parte, car le problème, c'est bien lui. Depuis 8 ans, votre mission auprès d'Emmanuel Macron n'a pas changé. Vous multipliez les coups de force pour faire passer des politiques de guerre sociale, de saccage écologique et de division du peuple. Monsieur le Premier ministre, vous nous dites que vous n'utiliserez plus l'article 49.3. Vous refusez pourtant l'abrogation de la réforme des retraites, et majoritaire dans cette assemblée. Ça y est, ça commence, c'est Vous êtes un 49.3 à vous tout seul. Ça commence. N'est qu'un écran de fumée. Un stratagème grossier qui masque mal le budget de violence sociale que seuls les naïfs refusent de voir. Des coupes budgétaires qui écrasent les plus faibles et cajolent les plus riches. 30 milliards d'économies sur le dos des retraités, des malades, des chômeurs, des apprentis. Pour nous, ce sera la censure. Nous refusons d'emblée et en bloc la saignée dans l'hôpital, dans nos écoles, ou encore la suppression des APL pour les étudiants étrangers. Encore une concession au Rassemblement national, après une énième loi asile-immigration indigne. Élu pour faire barrage à Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'aura érigé en allié qui le protège quand il s'agit de proposer sa destitution. Parce que vous gouvernez contre la dignité du peuple, contre son unité, vous devez partir. 2/3 des Français veulent l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Fidèles aux aspirations populaires, nous redéposerons une motion de destitution. Encore une fois, donc la troisième tentative. Infiniment plus noble que la fidélité. Coucou King Loris. C'est le devoir du démocrate de se soumettre à la volonté du peuple. Et cela dans la transparence et dans la clarté. Ma question sera la suivante. Allez-vous faire passer votre arnaque de décalage de la retraite par un amendement ou bien par une loi ? Ah, très intéressant comme question. Et bonjour Afra. La parole est à Madame Maud Bréjon, ministre en charge du porte-parole du gouvernement. Ah, la porte-parole du gouvernement qui répond. La présidente, Madame la députée, vous parlez d'illégitimité. S'il y a bien une chose qui est légitime ici, c'est l'Assemblée nationale, qu'ont élu les Français il y a plus de 12 mois de ça, en allant voter à plus de 75%. Ça sort les éléments de langage. Le Premier ministre a mis sur la table l'abandon du 49.3, vous le réclamiez. Le Premier ministre a mis sur la table la possibilité de débattre de la fiscalité, c'était votre demande. De débattre de la réforme des retraites, c'était aujourd'hui votre demande. Nous, on propose le débat, vous voulez le désordre. Vous voulez les éléments de langage, voilà, ça y est. Il n'y a, Madame la députée, aucun coup de force. Il n'y a que le respect de la Constitution. Et faire de la politique, c'est porter des positions. Le gouvernement portera ses positions au banc ici pendant le débat budgétaire. Chacun des groupes pourra le faire. Mais faire de la politique, c'est pas se comporter en éditorialiste. Faire de la politique, c'est être en capacité de faire le pas nécessaire, de faire le chemin nécessaire pour éviter, d'une part, le blocage et permettre à la France d'avoir un budget au 31 décembre. Ça y est, ça s'agite déjà. Ils sont bien remontés, les députés, aujourd'hui. Ils sont plus réveillés que moi. Un amendement au projet de loi de finances. Oui. On aura l'occasion de le préciser. Moi, ce que je vous demande, c'est... ils le disent pas. Est-ce que vous acceptez d'entrer dans le débat budgétaire pour lequel les Français vous ont élu, Madame la députée ? Bonjour Guillaume. Oh, il répond même pas à la question. Oh là 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 là. Allez, chut, un peu de silence pour que nous puissions
Écoutez, Donc on ne saura pas si... Djenaba Diop pour le groupe socialiste. Donc les socialistes maintenant. On ne saura pas si c'est un amendement ou un projet de loi séparé. Et des affaires étrangères. Monsieur le ministre, lundi, l'espoir d'une paix durable au Proche-Orient est enfin apparu. La libération des otages israéliens détenus par le Hamas et celle des prisonniers palestiniens par Israël est le premier pas de ce long chemin exigeant. Le deuxième devrait être la réouverture ce jour du point de passage de Rafah pour acheminer une aide humanitaire indispensable. 2 ans après les attaques terroristes du 7 octobre, après des mois de bombardements ayant causé la mort de dizaines de milliers de civils palestiniens dans une logique génocidaire, le sommet de Sharm el-Sheikh a rassemblé plusieurs pays et organisations internationales autour d'un objectif clair, amorcer la reconstruction d'une enclave qui est devenue un champ de ruines et marquée par un effondrement humanitaire sans précédent. Chers collègues, l'urgence humanitaire se double d'un impératif politique. La reconstruction ne pourra être efficace que si elle s'inscrit dans une perspective de paix durable qui sera respectueuse d'une solution à 2 États. Dans ce moment décisif, la France ne peut rester en retrait. Elle doit porter haut la voix de celles et ceux qui vivent sans État depuis trop longtemps et surtout sans avenir. Reconstruire Gaza, c'est aussi contribuer à restaurer la possibilité d'y vivre dignement. Ma question est donc simple. Quelle sera concrètement la contribution de la France à la reconstruction de Gaza? Quelle articulation entre les principes du plan qui est proposé par Trump et ceux de la déclaration de New York portée par la France et adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU? Comment la France compte-t-elle agir sur la scène internationale afin de poursuivre par d'autres la reconnaissance de l'État de Palestine et aboutir à une paix juste et durable au Proche-Orient? Je vous remercie. Ça fait bizarre de se dire que les dernières QAG, on n'avait pas encore reconnu la Palestine. Ça a bien changé. Maintenant, quels sont les nouveaux engagements de la France? Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée, vous l'avez dit, lundi a été marqué par la libération tant attendue des 20 otages qui étaient encore retenus par le Hamas à Gaza. Immense soulagement, immense émotion. Ça a été aussi la première étape du plan de paix que les États-Unis ont présenté le 29 septembre dernier et qui n'aurait pas été possible sans les efforts que la France et l'Arabie saoudite ont déployés depuis 1 an. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il était illusoire d'espérer obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages sans qu'un consensus ne se forme sur l'immédiate après-guerre et sur l'horizon politique. Et c'est précisément cette carence que l'initiative franco-saoudienne a permis de pallier. La double posture, mais cela reste la double fragile. posture. C'est un cessez-le-feu, ça n'est pas encore la paix. Et c'est la raison pour laquelle cette réunion à Sharm el-Sheikh, à laquelle le président de la République a participé, était si importante. Importante pour nous coordonner avec les pays européens, les pays arabes, qui veulent prendre toute leur part dans cette construction pour une paix durable dans la région. Et 3 axes d'efforts se dégagent auxquels la France participera pleinement. Le premier, c'est évidemment l'aide humanitaire et la reconstruction. Il faut inonder la bande de Gaza d'aide humanitaire et il faut d'ores et déjà commencer le travail de reconstruction. J'ai eu très peur. C'est la raison pour laquelle la France co-organisera avec l'Égypte une conférence dédiée à la reconstruction de Gaza. Il faut ensuite assurer doucement avec les éléments de langage. Et notamment la sécurité des Gazaouis. C'est la raison pour laquelle la France, avec le Royaume-Uni, présentera, en lien avec les États-Unis, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour donner mandat à une force internationale de stabilisation qui pourra opérer très prochainement à Gaza. Et puis enfin, c'est la gouvernance de Gaza dans laquelle nous voulons que les Palestiniens puissent trouver toute leur place et en particulier une autorité palestinienne réformée, profondément transformée au terme de cette déclaration de New York que nous avons portée avec l'Arabie saoudite et qui a été adoptée à l'immense majorité des États membres des Nations Unies le 12 septembre dernier. Donc finalement, une réponse où la France n'agit pas en tant que telle, mais agit avec les autres pays, quoi. Par l'intermédiaire des autres pays. Les avancées qui ont été obtenues. Nous allons rester extrêmement vigilants sur effectivement l'action de la France concrètement dans cette bande de Gaza. Nous en avons plus que jamais besoin au nom de toutes celles et tous ceux qui souffrent depuis de très nombreux mois. Merci. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Michel Barnier pour le groupe Droite républicaine. Oh, ça fait bizarre. Michel Barnier, ancien Premier ministre, redevenu député. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'impression d'être de retour 1 an en arrière. Monsieur le Premier ministre. Oh, ça fait bizarre. Il y a nos débats nationaux. On le voit ces jours-ci, ils sont même parfois très hexagonaux. Et puis il y a autour de nous le monde qui continue d'avancer, de tourner, parfois plus vite qu'on ne le croit. Viens-en au fait. Dans la bonne direction. Parce que t'as pas tant de paroles illimitées, toi. Au Proche-Orient, où une lueur de paix, d'espoir s'est allumée avec le retour
des 20 derniers otages, mais nous pensons aussi à toutes celles et tous ceux nombreux qui ne reviendront jamais. On doit cette lueur à la détermination forte du président des États-Unis d'Amérique. On le doit aussi aux pays de la région et on le doit à la France, Monsieur le Premier ministre, qui a co-organisé la conférence de New York. Mais, mes chers collègues, cette lueur est très fragile, très fragile. Et j'ai sur ces enjeux 2 points de question, Monsieur le Premier ministre. On écoute. Quelle part, le ministre vient de l'évoquer, notre pays va-t-il prendre là-bas, avec nos partenaires européens, à ce plan de paix pour lui donner une vraie chance de durée? Je pense à l'aide et à l'urgence humanitaire dans la bande de Gaza. Je pense au démantèlement effectif du Hamas et à la formation des forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Je pense évidemment à la reconstruction de Gaza et dans le même temps les garanties de sécurité que nous devons de manière définitive, durable, au peuple d'Israël pour travailler à la perspective durable de 2 États, l'État d'Israël, l'État de Palestine, vivant côte à côte en paix et se reconnaissant mutuellement. Et puis mon 2e point, Monsieur le Premier ministre, est lié au premier. Il concerne la recrudescence des actes et des paroles antisémites dépêche-toi parce que t'as plus de temps. Et notamment depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 avec pour le seul trimestre. Donc, non, c'est fini, c'est fini. Voilà. Non, je suis désolée, monsieur le député. Bah oui. La parole est à monsieur le Premier ministre. Je rappelle que le temps de parole est 2 minutes. Oui, il est plus. Premier ministre. Merci beaucoup, Madame. Pourquoi c'est le Premier ministre qui répond? Mesdames et messieurs les députés. Il n'est pas président de groupe. Le ministre Michel Barnier. Enfin. Par contre, lui, il a temps de parole illimité. Vous l'avez dit, cet accord de paix, fruit de plusieurs mois de mobilisation de la communauté internationale, des pays de la région avec lesquels la France n'a jamais perdu le fil et le contact, et qui nous permet d'entrer progressivement dans ce jour d'après, avec la part d'aléas, évidemment, qu'il va nous falloir traiter, et notamment avec cette urgence qui reste l'urgence humanitaire. Ce qui est vrai, évidemment, de l'alimentation, est vrai aussi de l'accès aux soins. Et hier soir, je l'ai rappelé en d'autres termes à un autre parlementaire de cet hémicycle, c'est le fil conducteur de l'action de la France depuis maintenant de nombreux mois, y compris lorsque, Monsieur le Premier ministre, vous étiez le chef du gouvernement, que de permettre au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Armées, d'avoir fait un acheminement très important Aurore Berger de retour là, ça fait bizarre. Et nous allons continuer, j'ai des PTSD qui reviennent. Le partenaire égyptien et dans le cadre des conférences sur lesquelles Jean-Noël Barrot s'est exprimé à l'instant. La deuxième des urgences, c'est la gouvernance en tant que telle du territoire palestinien. Ça a été dit, je n'y reviens pas. Et la troisième des urgences, c'est évidemment la question de la sécurité. Désarmement du Hamas, capacité à faire monter en puissance des forces de sécurité palestiniennes. C'est indispensable pour la sécurité des civils, c'est indispensable pour la sécurité d'Israël. Et en cela, la France dispose des compétences nécessaires, forces armées, forces de sécurité intérieure, pour être capable aussi d'accompagner cette formation, de trouver un cadre avec nos partenaires britanniques et américains, notamment dans le cadre des Nations Unies. Et je crois comprendre, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, que des réflexions, un brouillon en tout cas de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies est actuellement en train d'être débattu, travaillé et réfléchi pour ce faire. La deuxième question que vous posiez et que nous avons entendue ici dans cet hémicycle, même si peut-être que les auditeurs, eux, ne l'ont pas entendue, c'est évidemment la part intérieure à notre pays sur la lutte contre l'antisémitisme. La réalité, elle est triste, c'est que les actes antisémites ont augmenté et ont été multipliés par 4 depuis le 7 octobre 2023. La réalité, et elle est triste, c'est que, et elle est inacceptable, c'est que nos compatriotes de confession juive représentent 1% de la population et représentent quasiment plus de la moitié des actes xénophobes tels qu'ils sont enregistrés par les forces de police, de gendarmerie et de l'autorité judiciaire. Et donc face à cela, au fond, vous appelez, comme vous-même vous l'aviez fait comme chef du gouvernement, à redire ici même la détermination totale du gouvernement de la République à ne rien accepter, à ne rien laisser passer, à mettre tout en œuvre à l'école, dans la politique pénale, dans la manière de sécuriser les lieux de culte pour lutter contre l'antisémitisme. Mais je veux le dire, Monsieur le Premier ministre, parce que c'est un combat que vous avez porté dans votre vie politique. Tous les plans, toutes les lignes budgétaires, toutes les lois ne changeront rien au fait que ce combat, c'est un combat
pour la République et qu'il doit être partagé par l'ensemble des groupes politiques ici, dans cette Assemblée. Et c'est bien là, à mon avis, l'enjeu essentiel des semaines, des mois qui viendront, c'est de refuser l'antisémitisme et de comprendre que lorsqu'on s'en prend à un juif de France, on s'en prend à la République. Bon, beaucoup d'éléments de langage et rien de bien concret. C'est dommage, il aurait pu nous annoncer des réponses très précises et on n'en aura pas. Écologiste et social. Merci, non mais oui, effectivement, c'est Madame la beaucoup de Présidente. langue de bois, Monsieur d'éléments de le Premier langage. ministre, sur Ah, tous les les continents, écologistes. L'extrême droite mène une guerre contre l'écologie. Pourtant, hier, dans votre discours de politique générale, vous n'en avez pas dit un mot. C'est vrai qu'elle le disait déjà hier. Présente le changement climatique comme une grande arnaque. Milei rase les forêts. Poutine se réjouit de la fonte du permafrost en Sibérie. Et leurs alliés, l'extrême droite européenne, exigent l'abandon du pacte vert. Les scientifiques de tous les pays, y compris en France, font face à une croisade obscurantiste. 90% des militants écologistes subissent des violences en ligne et sont parfois physiquement menacés. Dans ce contexte, votre silence est alarmant et il nous fait craindre que vous ayez déjà abdiqué. D'autant plus que depuis 2022, la politique conduite est celle du grand bond en arrière sur l'écologie, avec pas moins de 43 reculs environnementaux actés depuis le printemps. Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas le temps de vous questionner sur l'ensemble de ces reculs. Je n'aborderai donc qu'un seul sujet sur lequel le gouvernement est décisionnaire, c'est celui de notre trajectoire climatique. J'ai deux questions. La première, 10 ans après l'accord de Paris, allez-vous cesser le blocage sur la hausse des objectifs climatiques au niveau européen? Et le deuxième, c'est allez-vous publier une programmation pluriannuelle de l'énergie sérieuse pour garantir le développement de l'éolien et du solaire et permettre d'atteindre 44% de notre consommation d'énergie renouvelable, 44% de notre consommation d'origine renouvelable d'ici en 2030. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour les objectifs écologiques et le développement des énergies alternatives? Députée, Madame la Présidente Châtelain, je vous l'ai dit. Donc là, il a le droit de répondre en tant que Premier ministre, puisqu'elle est présidente de groupe. Au regard de la situation politique, je ne pouvais pas parler de tout. Mais vous me permettez cette séance de rattrapage. Oui, vas-y. T'as intérêt à être très précis, Sébastien. Et sans mépris aucun pour l'Assemblée nationale, j'aurai l'occasion de revenir plus longuement au Sénat, notamment dans la dimension locale aussi des politiques environnementales. Je pense qu'au fond, on a plusieurs défis devant nous et je vais répondre à vos deux questions, mais je vais même aller un peu plus loin. La première priorité, c'est de continuer la décarbonation d'une partie de notre économie et de notre vie quotidienne. C'est une évidence en matière d'émissions, c'est une évidence aussi en matière de souveraineté, c'est une évidence aussi en matière économique, Madame la Présidente, et vous le savez, parce que des filières économiques ont été créées sur le territoire, elles sont désormais porteuses d'emplois, et il n'y aurait rien de pire en mauvais français que de faire du stop and go et de fragiliser justement l'élan qui a été donné. Peut-être que ça va trop lentement, c'est un débat à mon avis qui aura lieu. Si vous c'est marrant, c'est exactement le contraire que disait Emmanuel Macron, qui disait qu'il fallait mettre en pause l'écologie. C'est clair que nous ne remettrions pas, nous aurions toujours à l'ordre du jour à créer justement un frein définitif à ce que nous faisons sur la sobriété énergétique. La deuxième des choses, c'est la production d'énergie. Vous avez posé la question très précisément. Même urgence, la décarbonation est clé pour des raisons climatiques, pour des raisons aussi géopolitiques. On le voit bien, dépendre du Moyen ou du Proche-Orient, dépendre de la Russie, dépendre d'un certain nombre de grands compétiteurs est évidemment quelque chose d'inacceptable. Et on ne vive le libre-échange de réindustrialisation si nous ne sommes pas capables d'avoir une politique énergétique au niveau. Ça veut dire que si votre question est-ce que nous souhaitons ou est-ce que dans les documents à venir nous souhaitons ou nous allons dégrader nos objectifs en matière d'énergie renouvelable, la réponse est non. C'était pas la question. En revanche, est-ce que nous devons davantage interroger la manière dont l'argent public est employé pour financer les énergies renouvelables? Est-ce que nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de rente de situation? Et je sais de quoi je parle car j'étais secrétaire d'État en charge de ces sujets il y a 8 ans et on voit bien que la situation du marché de l'électricité aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 8 ans. On voit bien que la structure des coûts pour les énergies renouvelables ne sont pas les mêmes qu'il y a 8 ans. On voit bien que les filières économiques, là aussi sur l'éolien en mer par exemple, ne sont plus les mêmes qu'il y a 8 ans. Et on voit bien aussi que la manière d'équilibrer notre système électrique et la manière de stocker cette énergie n'est plus le même qu'il y a 8 ans. Et ça, c'est le vrai débat pour moi sur la programmation pluriannuelle pour l'énergie. Nucléaire, je sais que nous ne sommes pas d'accord sur le sujet, mais je l'assume. Énergie renouvelable. Et derrière,
quels sont les bons moyens financiers pour éviter des effets de rente, des effets de bord sur le financement de ces énergies renouvelables. C'est un sujet qui est clé. Troisième point, il chevauche autant au fond le national que le local. Pour l'instant, on n'a que des annonces, mais rien de concret. J'espère qu'on aura des choses plus précises tout à l'heure au Sénat. Avec la question évidemment des déchets, de l'eau, la question évidemment de la lutte contre les pollutions, sur lequel la ministre en charge de l'écologie reviendra dans les tout prochains temps, parce que au fond, la dynamique et les enjeux sont autant globaux, nationaux que locaux, et on ne fera pas l'impasse d'une revisite de la planification écologique à l'échelle locale, parce que je reste persuadé que ce sont des compétences qui sont fondamentalement décentralisées et dont les élus locaux doivent davantage s'emparer. Il y aura peut-être un débat entre nous sur le sujet, mais de là où je viens, comme ancien maire, comme ancien président de département, je reste persuadé que c'est absolument clé. Puis la dernière étape, elle est évidemment internationale et européenne. Comment faire en sorte que la France continue de mener justement ce combat politique que vous avez décrit au moment où, au fond, il y a peut-être 5 ou 10 ans, le climato-scepticisme n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Et ce qui était une évidence ou quelque chose de plus ou moins consensuel ces dernières années ne redevient plus du tout évident, y compris au regard des politiques menées par un certain nombre de grandes puissances. Et je crois pouvoir dire, et vous ne l'avez pas cité ou salué, mais la nomination de la ministre Monique Barbu au regard de son engagement et de son bilan comme femme à la tête d'une ONG vient témoigner aussi de ce que nous sommes capables de faire au gouvernement de la République pour la France. Moi, je ne comprends pas comment les ministres acceptent de rejoindre le gouvernement pour se suicider politiquement. Je vous ai connu plus précis. Vous n'avez rien dit sur le soutien à la hausse des objectifs au niveau européen. Que des annonces, rien de précis. Vous n'avez pas répondu sur les objectifs des énergies renouvelables. Non, vous ne nous l'avez pas dit. Je vous demandais 44. Le développement des énergies renouvelables et de l'éolien au niveau de 44% de notre consommation. Et surtout, je vous alerte, la France ne baisse que de 0,8% ses émissions de gaz à effet de serre, alors que nous aurions eu à 5%. Monsieur le Premier ministre, ceci doit être notre priorité. Merci beaucoup, Madame la Présidente Châtelain. Bon, Cyrielle Châtelain qui n'est pas du tout convaincue. Joyeux anniversaire à notre chère collègue Louise Morel, avant de lui donner la parole pour le groupe démocrate. Les députés de François Bayrou. Bon anniversaire, du coup. Ma question s'adresse à Monsieur J'espère qu'on vous le ministre souhaitera de bon l'Europe et des anniversaire. Affaires étrangères. Lundi dernier, cela faisait 737 jours depuis le 7 octobre 2023. 737 jours depuis ce jour d'horreur où plus de 1500 personnes ont été tuées, dont 51 Français, et où plus de 250 otages israéliens ont été enlevés. 737 jours d'angoisse et d'attente pour leurs familles et pour tous ceux qui refusent d'oublier. Mais aussi tant d'attentes pour les proches des prisonniers palestiniens, suspendus eux aussi à l'espoir de nouvelles des leurs. Le lundi 13 octobre dernier, une lueur d'espoir s'est enfin concrétisée. Les visages, les retrouvailles, les étreintes des 20 derniers otages libérés ont ému le monde entier. Je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont rendu cela possible, à votre action diplomatique, Monsieur le Ministre, à celle du Président de la République, à nos armées, à nos associations humanitaires qui œuvrent chaque jour pour la paix et pour la vie. Je veux aussi saluer le plan de paix proposé par les États-Unis d'Amérique, soutenu par l'Égypte, le Qatar, la Turquie, les Émirats arabes unis et plusieurs pays européens, dont la France, qui a accéléré la libération. C'est juste un hasard, parce qu'il y a des hommes qui arrivent, mais rien des juste un morts hasard. à Gaza, rien des familles brisées, des enfants tués, de la famine orchestrée, rien de ce que le droit international devra juger. Face à ces tragédies, le multilatéralisme et la force du droit demeurent nos meilleurs remparts contre la barbarie. Je crois qu'elle t'a entendu bazar. Si nos institutions internationales doivent être plus rapides, plus fermes, nous ne devons renoncer à cet idéal, faire primer le droit sur la loi du plus fort. Lundi a été une lueur d'espoir, elle doit continuer à briller, Monsieur le Ministre. Comment la France entend-elle répondre à l'urgence en renforçant l'aide humanitaire et sur le long terme soutenir la reconstruction de Gaza et accompagner les perspectives d'une paix durable dans la région? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Jean-Noël Barrot. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, merci pour cette question qui nous rappelle de ne rien oublier. Souvenons-nous des 1200 et de ne surtout pas agir. Assassinés le 7 octobre 2020 lors du pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah. Souvenons-nous que ce matin-là, 48 de nos compatriotes ont été assassinés par les terroristes du Hamas, que 8 autres
ont été kidnappés pour être plongés dans l'enfer des tunnels du Hamas à Gaza, que 5 d'entre eux ont été libérés dans la joie et dans les larmes, quand 3 d'entre eux y ont laissé la vie. Souvenons-nous de certains de nos compatriotes qui se sont distingués ce matin-là. Je pense à Liel Itache, citoyen français de 22 ans, qui a donné sa vie pour que d'autres puissent sauver la leur, mort en héros. Nous ne l'oublions pas, parce que la France n'oublie aucun de ses enfants, mais la France ne se contentant pas de ça c'est Mathilde Panot. Ni de condamner, la France agit. Le mois dernier... Ça c'est Mathilde Panot encore. La France a rassemblé la communauté internationale à New York pour que, au travers de cette déclaration qui a été endossée par la communauté internationale, à terme, la sécurité d'Israël puisse être garantie et que les droits légitimes du peuple palestinien puissent être reconnus de manière à... Ah mais il ne faut surtout pas parler des Palestiniens, il faut parler des Israéliens. Jamais. La semaine dernière, c'est à Paris que se sont réunis au Quai d'Orsay les ministres c'est un univers un peu particulier. Et européens qui veulent donner toute sa chance à ce plan de paix. Et il y en a qui sont des victimes, il y en a d'autres qui sont des terroristes. À Sharm el-Sheikh, le 13 octobre dernier, c'est le président de la République qui a réuni à son tour ses homologues pour que sur la reconstruction de Gaza, sur sa gouvernance à venir, sur la sécurité qu'évoquait le Premier ministre, sécurité des Gazaouis, sécurité d'Israël, toutes les forces soient mobilisées pour que tout ce que nous avons vécu ne se reproduise jamais. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Monsieur David Topiak pour le groupe LIOT. Liberté, indépendance, outre-mer et territoire. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie. Nos territoires sont en grande souffrance. À la faveur d'une crise économique et sociale d'une rare intensité, et malgré la mobilisation des élus, des syndicats, des associations et des acteurs économiques, nous constatons tous la dévitalisation des bassins de vie entiers. Le constat est alarmant, avec plus de 65 000 défaillances d'entreprises en 2024, une hausse de 17% par rapport à 2023. Nous sommes dans une crise structurelle qui affecte durablement nos territoires. Je prendrai simplement un exemple sur mon territoire du Gers qui illustre, à mon sens, cette réalité tragique. En mars dernier, à Vic-Fezensac, la fermeture de l'abattoir d'El-Pera a entraîné la perte de 75 emplois directs. Le mois suivant, un incendie a ravagé l'usine Gerstube, privant 70 salariés supplémentaires de leur travail. Au total, 145 emplois ont disparu sur un bassin de vie de 11 000 habitants, où l'agroalimentaire, la viticulture et le tourisme constituent des piliers de l'économie locale. À ces drames humains et économiques s'ajoutent des effets d'aubaine inattendus liés à ce type de sinistre qui pénalise davantage nos territoires. Entreprise familiale de près de 80 ans d'existence, Gerstube a été rachetée par le groupe Alfiplast. Depuis son incendie, malgré la mobilisation des acteurs, la direction est restée quasiment injoignable. Ayant choisi de ne pas reconstruire l'usine, elle a finalement présenté un PSE qualifié de très insuffisant par les services de l'État. Se pose plan de sauvegarde de l'emploi, c'est des licenciements. Des indemnisations d'assurance. Ces fonds sont notamment le fruit de la valeur ajoutée créée par les salariés et les acteurs du territoire. À ce titre, il paraîtrait incompréhensible qu'ils ne soient pas réinvestis localement pour maintenir l'activité économique du territoire. Monsieur le ministre, comment l'État peut-il intervenir pour que cette activité économique reste sur ce territoire? Plus globalement, comment mettre en place un cadre légal pour garantir que les indemnités d'assurance soient réinvesties pour la revitalisation de leur territoire? Je vous remercie. Allez, c'est l'heure de Bruno Demande. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Allez, on écoute Salut les jeunes. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député David Topiak. D'abord 2 mots pour vous dire que j'ai eu l'honneur d'être ministre de l'Industrie de la République française pendant 2 ans. On s'en souvient. Et que les combats que j'ai menés pendant 2 ans, je vais continuer à les mener et je suis très heureux que notre ancien collègue, c'est pour ça que je dis Bruno Demande, qui connaît bien l'industrie, qui connaît bien les territoires, m'ait rejoint pour traiter de ce dossier essentiel. Il est au gouvernement, Saint-Martin? En avril dernier, vous l'avez dit, un incendie dévastateur a littéralement rasé l'usine de Gerstube à Vif-Fezensac. C'est un drame. Vous vous êtes mobilisé très fortement, vous, Monsieur le député, avec Madame la Présidente de région, Monsieur le Président de département, Madame la maire, pour essayer de convaincre le groupe Alfiplast de reconstruire l'usine. Ils ont décidé de ne pas la reconstruire. Je tiens à vous le dire, je regrette cette décision fortement. Mais ça ira pas plus loin. D'ores et déjà, c'est aussi la vôtre, je pense.
c'est nous occuper des salariés. Parce que vous l'avez dit, le plan de sauvegarde de l'emploi, il n'est pas suffisant. Notamment à l'aune des indemnités d'assurance qui ne manqueront pas, je pense, d'être versées. Et je souhaite travailler avec le ministre du Travail pour nous assurer qu'effectivement, on aura un plan de sauvegarde exceptionnel qui permettra d'accompagner les salariés, mais aussi des offres d'emploi qui permettront de retrouver des emplois à ces salariés en question. Pourquoi pas dans le groupe c'est facile, Afiplas. Il suffit de faire reconstruire Première priorité, et les salariés, les offres deuxième d'emploi priorité, elles sont les là. territoires et votre territoire. Vous le savez, le gouvernement a notifié à la Commission européenne il y a moins d'un mois le fait que l'aéroport d'Auch sera désormais un point de passage transfrontalier. C'est très important parce que vous avez une entreprise JCB Aéro qui y est présente et grâce à cette décision, on va pouvoir développer l'emploi. Le combat industriel, c'est un combat essentiel. Il est difficile, mais grâce à des élus comme vous, grâce à une mobilisation sans faille du gouvernement, je suis persuadé qu'on va y arriver. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Comme d'hab, La parole est à présent. des paroles incantatoires, et il ne se passe pas grand-chose. Horizon maintenant, les députés d'Édouard Philippe. Premier ministre. Ah, ça coupe le son. Vous avez annoncé hier dans votre déclaration de politique générale que vous proposeriez au Parlement la suspension de la réforme des retraites. Ah oui, ils sont pas contents les députés Horizon. Nous considérons que cette proposition est d'une dangereuse facilité. Les données démographiques sont sur ce sujet aussi factuelles qu'irréfutables. À sa création, notre système de retraite par répartition reposait sur plus de 4 actifs cotisants pour un retraité. Nous sommes aujourd'hui à moins de 1,8 cotisants pour un retraité, alors même que la durée d'indemnisation moyenne a été multipliée par 4. Plus ça va être le Premier ministre qui va lui répondre. Tous les gouvernements de gauche comme de droite ont dû procéder à des réformes paramétriques pour maintenir le système à flot, tant bien que mal. La réforme de 2023 n'échappe pas à cette règle. Faire croire à nos concitoyens qu'à la sortie de crise, dans un pays aussi endetté que le nôtre, passe par une suspension de cette réforme est une fable dont nous payerons tôt ou tard le prix. La vérité, c'est que nous devons être plus nombreux à travailler et que nous devons travailler plus longtemps. Par ailleurs, le discours ambiant depuis votre déclaration d'hier, et je ne vous tiens pas pour responsable, laisse croire aux Français que la suspension de la réforme est actée. Il faut que chacun soit très prudent. Tant que le Parlement ne l'a pas adoptée définitivement, la suspension n'existe pas. Ouais, bon, on a bien compris qu'Horizon était contre amplifie encore un peu et qu'ils vont plus tout faire pour la bloquer. la défiance de nos concitoyens envers les institutions. Aussi, j'ai plusieurs questions précises à vous poser. Par quel véhicule législatif le gouvernement proposera-t-il au Parlement la suspension ? Le coût de 400 millions d'euros évoqué pour 2026 comprend-il les pensions supplémentaires versées et les pertes de cotisation qu'impliquent les départs en retraite plutôt que prévu ? Enfin, j'allais dire surtout, qui va payer, monsieur le Premier ministre ? En réalité, seules 3 options sont possibles dans un système par répartition. Augmenter les cotisations pesant sur les actifs, baisser les pensions des retraites ou faire peser cette charge sur nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur la question le cynique. Président. La parole est à monsieur le Premier ministre. Bah, normalement, il ne va pas répondre vu qu'il n'a pas répondu mesdames et messieurs, les députés, à Nadège Beaumont-Gaulis. Monsieur le Président Paul Christophe, vous avez raison, un bon débat, un débat loyal ne peut pas s'appuyer sur du mensonge ou sur des imprécisions. La première question que vous avez posée, c'est quel vecteur ? Ce n'est pas un débat très grand public, mais je pense qu'il faut être précis. Si on veut aller le plus vite possible avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. Dès le début on en discutera en off, du PLFSS, comme chaque année depuis des décennies. La deuxième, et en commission, les Françaises et les Français qui nous regardent, je crois, en ce moment sur les chaînes info, peuvent voir que le débat a déjà démarré, puisque nous sommes déjà dans ces éléments de procédure qui sont clés, parce que la procédure garantit la transparence démocratique et permettra effectivement, c'est votre deuxième point, de redire que si le gouvernement dépose cet amendement, je l'ai suffisamment dit hier pendant la déclaration de politique générale, il est alimenté. Ce sera au Parlement de le décider. Et donc de chacune et chacun ici, dans la plus grande des clartés, de porter ses convictions, comme vous avez commencé à le faire, monsieur le ministre. Il y a autre chose de porter en disant ce que vous souhaitez pour les retraites, non seulement pour aujourd'hui, mais n'ayons pas peur, aussi pour demain. Et ne faisons pas comme si hier, à la tribune de l'Assemblée nationale, je n'avais pas ouvert aussi à la réflexion qui peut-être normalement devait trouver son rendez-vous à l'élection présidentielle. Votre famille politique a déjà dit, et votre président de famille politique a déjà dit des choses sur le sujet, mais peut-être avant, où certains
porteront peut-être des sujets de capitalisation, d'autres peut-être iront vers le système par points avec un âge pivot, d'autres avec un système par points sans âge pivot. J'ai moi-même mes propres convictions sur le sujet, mais j'aurai l'occasion d'y revenir le moment venu. Ben Ensuite, voyons. Il y a des coûts. Il n'y a pas de suspension sans coût. Et pareil, on ne peut pas ne faire comme si je n'avais pas été précis hier. Je l'ai dit, je ne pourrais pas et je n'endosserai pas n'importe quoi. Tout simplement parce qu'il en va de la pérennité du système actuel. Ça veut donc dire, comme vous l'avez dit, qu'il ne peut pas y avoir de suspension votée sans des éléments, évidemment, de recettes en face. Et ça sera aussi au Parlement de le décider dans la Ah, le nombre de contradictions dans cette réponse. outils qui sont ceux que vous connaissez. On nage en plein délire, enfin, là. Je crois que, et je vous expliquerai en conclusion Parlement, pourquoi. gouvernement, gouvernement, Parlement, le vrai sens de cette suspension, c'est non seulement la stabilité du pays, non seulement être capable de remettre du calme dans nos débats, nous y sommes arrivés cet après-midi, je crois que c'est possible, un prix Nobel d'économie nous y a invités, ayons l'humilité de considérer que celles et ceux qui connaissent leur affaire donnent aussi un certain nombre de chemins pour ce faire. Le vrai intérêt de suspendre, le seul d'ailleurs peut-être, c'est de rétablir la confiance entre les partenaires sociaux et de ne pas rester et laisser ce goût d'amertume de la fin du conclave plus longtemps en bouche. Et donc de permettre derrière de reprendre le chemin de toutes les discussions, et pas que seulement sur les retraites, mais aussi sur le travail, sur le partage de la valeur, sur la manière dont l'argent et la valeur est répartie dans l'entreprise. Autant de sujets dont vous le savez parce que vous avez été ministre en charge des solidarités, autant de sujets qui sont bloqués depuis le mois de juin dernier. Donc la suspension, qui n'est pas l'abrogation, on nous l'a suffisamment reproché encore sur Horizon, ministre des Solidarités. Cette suspension, elle est une imaginer. chance. Soit on s'en saisit et vous déciderez, soit on ne s'en saisit pas, mais il faudra aussi en prendre toute la responsabilité. Merci beaucoup, monsieur. Parler de le ministre. responsabilité, La c'est parole drôle. est à madame Elsa Fossillon pour le groupe GDR. Ah, le Parti communiste. Elsa Fossillon. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, hier, le Premier ministre a présenté les grandes mesures du budget 2026 dans la droite ligne des précédents. On a suivi ça en VOD si vous avez raté ça. Qui ont fait reculer le pouvoir de vivre, appauvri retraités, chômeurs, jeunes. C'est les députés d'Édouard Philippe, c'est le centre droit de l'hémicycle. En Outre-mer. Ces mêmes budgets qui vantaient une réindustrialisation pendant qu'une pluie de fermetures d'entreprises s'abat sur notre pays. Oui, j'ai entendu. Ces mêmes budgets qui abreuvent des multinationales d'argent public. On n'est pas des 5 autistes. 000 emplois dans le ta bâtiment gueule. pourraient encore disparaître cette année. Les Français se serrent la ceinture, des milliers d'emplois sont brisés, mais Emmanuel Macron, lui, enfermé dans sa tour d'ivoire, contemple le pays qu'il a fracturé. Son monde, c'est celui des actionnaires et des cabinets de conseil, pas celui des travailleurs, travailleuses, des soignants, des familles et des mères seules qui galèrent. Votre budget, c'est ça, politique. Vous osez présenter une taxe sur le patrimoine financier comme une mesure de justice, mais en excluant les titres d'entreprise, vous épargnez plus de 95% de la fortune des milliardaires. Bernard Arnault peut dormir sur ses deux oreilles. En revanche, de manière nette, précise, taxe par taxe, vous visez seulement les plus 2 modestes, milliards, malades, retraités, étudiants, apprentis, étrangers. En fait, Là, pour un total de 13 milliards. Justice fiscale, Pour les plus riches, ils c'est ne 2 reçoivent milliards. que mépris de Pour les plus classe. pauvres, c'est Et 13 même quand milliards. vous répondez à l'immense mobilisation contre la réforme des retraites par un obscur décalage, vous promettez que la facture sera... attends, elle est de retour, Aurore Berger. Pire, vous Elle est de évoquez retour une en possible ministre. capitalisation. Mais enfin, vous appelez à la responsabilité nationale alors Par que contre, la je sais vôtre, plus, elle est c'est ministre de de livrer quoi l'État à un capitalisme sans foi ni loi. Vous parlez d'ordre, mais c'est le désordre social que vous semez. Vous invoquez la République. Bonne mais vous question, on piétinez regardera après. l'égalité, méprisez le résultat des urnes. Alors, Rappelle-le-moi si vous j'oublie. nous parlez du débat parlementaire comme d'une concession qui serait faite, eh bien, on le voit, vous ne cherchez pas l'accord avec le Parlement, vous cherchez l'alibi du désaccord sur le dos d'un pays que vous avez déjà bien trop fracturé. C'est fini. Merci, madame la députée. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, madame la présidente. Mon Chalin, j'arrive pas à croire qu'elle soit toujours là. Au fond, vous nous demandez quels sont nos choix économiques dans le projet de loi de finances. Mais avant de répondre à votre question, C'est une si blague. vous nous posez la question, Pour c'est déjà parce qu'il y Berger, a là, devant c'est une vous un blague. Premier ministre, un gouvernement qui a déposé un texte et qui ouvre un débat.
J'entends que dans quelques heures, certains d'entre vous veulent nous censurer. Eh bien, si vous nous censurez, il n'y aura plus de gouvernement. Et je peux vous dire, il n'y aura pas de débat. Le seul débat qu'on aura, ce sera un débat sur l'incertitude économique, sur le désordre économique, Ah bah bien sûr. le trouble que nous mettrons dans le pays à ne pas donner de stabilité. Rappelez-vous, le centre c'est l'ordre, les autres c'est Si le vous chaos. nous censurez, c'est pas un débat sur le budget. Ce sera un débat sur la loi spéciale. Et vous savez que la loi spéciale, elle ne permet aucun choix. Et donc, censurer, c'est repousser les débats. Censurer, c'est repousser les choix. Ce bon vieux parfum nauséabond de Nous faisons des l'ultimatum. propositions à débattre. Nous mettons sur la table une taxe sur le patrimoine financier des holdings. Eh bien, on peut, si vous voulez, Madame la députée, ne pas débattre. On peut laisser les choses telles qu'elles sont. On peut laisser les ultra-riches, comme vous le dites, eh bien, continuer à prospérer dans ces montages. Nous mettons sur la table une contribution différentielle sur les hauts revenus. Oui, 2 milliards. Est-ce qu'on le débat ou est-ce qu'on ne fait rien? Nous mettons sur la table, effectivement, des investissements sur les Outre-mer. Nous pouvons en débattre. Nous mettons sur la table des propositions pour les PME. Nous pouvons en débattre. Mais pour en débattre, il faut qu'il y ait un texte, il faut qu'il y ait un gouvernement, et donc il ne faut pas qu'il y ait de censure. Merci beaucoup. Pitié, me censurez pas. La parole Voilà, est je à viens de vous présent à résumer. Monsieur Pierre-Henri Carbonel pour le groupe UDR. L'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi d'avoir une pensée aujourd'hui pour ma prédécesseur et amie Brigitte Barège, en ce jour si particulier pour elle. Ah oui, c'est vrai, c'est son remplaçant. Elle a siégé 11 ans sur ces bancs, a eu le courage de l'union des droites. Elle est pour moi un modèle. Merci Brigitte. Ma question s'adresse à Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail. Votre gouvernement a annoncé la non-indexation des retraites sur l'inflation. Vous voulez faire les poches de nos retraités. C'est une honte. Ils ont travaillé dur toute leur vie, durement. Arrêtez de punir les plus fragiles. Aujourd'hui, 2 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté. 42% envisagent de réduire leurs dépenses alimentaires. Un tiers ont déjà renoncé à un soin. Les retraités agricoles sont misérables, 700 € en moyenne. Ancien LR, je vois les députés LR soutenir un gouvernement qui taxe les retraités. Chers collègues, réveillez-vous, censurez ce gouvernement. Vous comptez sur vos bancs des agriculteurs, j'en suis un, moi aussi. Alors, du courage. Alors, monsieur le ministre, comptez-vous, oui ou non, indexer les retraites et sortir de l'injustice? Ah, j'aime bien, il demande que pour les retraites et pas pour les autres branches de la sécurité sociale. Monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Ça sent que ça appâte l'électorat. Hein. Madame la Présidente. Ça veut le vote des petits vieux. Allez, monsieur SNCF qui répond. Puisque c'est ma première occasion de répondre aux questions d'actualité, de vous dire que je suis un homme de dialogue, je pense l'avoir démontré à la SNCF, donc je suis parti. C'est pas à toi de le dire. Poursuivre le dialogue avec toute la représentation nationale, mais mon ministère vous est ouvert, mon numéro de téléphone vous est ouvert. Deuxièmement, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier la confiance du Président de la République et du Premier ministre, de donner l'occasion de prendre ce ministère difficile, le travail et les solidarités. Maintenant, je voudrais vous répondre au fond. Effectivement, au regard de la situation des finances publiques que nous connaissons tous, un effort juste et partagé est nécessaire pour rétablir les finances publiques. Dans ce cadre, une année blanche a été annoncée, ce qui signifie effectivement que c'est une année blanche pour les prestations et pour les barèmes qui ne seront pas augmentés, tout comme le montant des retraites. Donc en fait, on va perdre du pouvoir d'achat. Ça concerne toutes les catégories de Français et la règle sera ne pas dépenser plus en 2026 par rapport à 2025. Cette mesure-là rapportera 3 milliards d'économies au budget de notre pays et de la sécurité sociale. Et donc ralentir de 3 milliards la C'est consommation. vrai qu'un effort particulier est demandé aux retraités avec un gel des pensions en 2026 et une sous-indexation des pensions jusqu'en 2030 de 0,4 points. Pour autant, et d'ailleurs, vous le savez bien, c'est une copie de départ. Ça, pardon. Les débats se tiendront dans cette Assemblée. Et nous serons attentifs aux pensions les plus sous-indexer les pensions jusqu'en 2030. Vous soyez-en sûrs. Ah ouais. Cette mesure s'inscrit dans un rapport de suivi des retraites, mais aussi de la délégation paritaire permanente. Vous savez, traduis la langue de bois politique. Le déficit de la branche retraite ne cesse d'augmenter et va atteindre 6 milliards en 2025 et atteindrait 6,6 milliards en 2030 sans cette mesure. C'est pour ça que le gouvernement souhaite effectivement maîtriser la charge des retraites dans le budget de la sécurité sociale. Je le redis, cette mesure sera faire payer les petits vieux. Et à nouveau, les retraites les plus démunies et les plus petites retraites seront considérées dans le débat.
Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ouais. Monsieur le député. Oui, j'apprécie votre aveu de faire les poches des retraités. C'est misérable, mais au moins vous avez l'honnêteté de l'avouer. Je vous remercie. Bon bah voilà. La parole est à présent à monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le groupe Rassemblement National. Oh non, pas le RN. Silence pour la France! Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, 19 milliards d'impôts nouveaux en 2026 sur les Françaises et les Français, les salariés et les entrepreneurs. Hier, Monsieur le Premier ministre, je le regrette, mais vous avez donc menti. Vous avez réussi à promettre plus de pouvoir d'achat alors que votre budget est une véritable boucherie fiscale pour les classes moyennes et les familles qui paient déjà le plus lourd tribut de tous les pays développés. Pire, Monsieur le Premier ministre, pire, la charge fiscale dans notre pays est tellement insupportable que depuis 4 ans, les impôts ne rentrent plus comme ils le devraient. À défaut, Monsieur le Premier ministre, d'écouter la souffrance des contribuables, écoutez, lisez les rapports de Bercy, peut-être y serez-vous moins insensible. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez donc menti. Vous avez loué la valeur travail alors que vous allez geler tous les salaires des fonctionnaires et spolier les pensions de retraités pour 20 milliards d'euros, pas pendant 1 an, pendant 4 ans. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez menti car vous promettez de régler la crise des finances publiques alors que vous continuez à augmenter la dépense de 28 milliards d'euros. En 8 longues années, vous n'aurez donc jamais été capable de baisser d'1 seul centime la dépense publique. Vous avez caché, Monsieur le Premier ministre, tous ces mensonges par une forfaiture encore plus cynique. Vous avez menti à des milliers de Françaises et de Français qui travaillent dur et qui nourrissent la légitime espoir. Oui, parce que le RN ne ment jamais, lui, bien sûr. Et tous ces travailleurs, vous les avez trompés avec la complicité des sociotraîtres de service, jamais avares d'insulter l'intelligence et la dignité de nos compatriotes. La suspension des retraites n'existe pas autrement que dans vos mensonges. Vous mentez avec les socialistes, mais vous mentez mal. Grâce à la sagacité de Marine Le Pen, vous avez dû avouer depuis hier qu'il n'y avait ni amendement, ni projet de loi, un simple accord d'appareil avec des socialistes qui ne savent rien faire que mentir. 19 milliards d'impôts, un mensonge sur les retraites, quel beau pacte de lâcheté avec les LR et les socialistes. Alors avouez vos mensonges. Merci, monsieur le député. Un alignement de Donjon et Dragon. Ah, j'aime bien ça. De l'action et des comptes publics. Je vais changer d'alignement, je vais devenir social traître. Monsieur le député, je ne vous vois pas, je ne vous retrouve pas, mais vous êtes là, voilà. Ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas mis à jour votre question. Ouais, oui. Le Premier ministre vient de répondre. Eh oui. Il vient de nous dire que c'était un amendement au PLFSS. C'est con, hein. Il vient de donner le bâton pour se faire battre. Vous n'avez pas écouté? Non, non. Je pense que dans une assemblée, le respect, c'est l'écoute. Et quand le Premier ministre parle, je pense que nous pouvons l'écouter. Donc ce sera un amendement au PLFSS du gouvernement que cet hémicycle aura à débattre. Mais monsieur le député... Regardez-le, depuis hier, il n'arrête pas de s'exciter là. Ce budget, vous voulez le combattre. Venez débattre. Ne nous censurez pas. Ne prêtez pas à l'idée que c'est dans les urnes que les Français vont voter le budget. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que la Constitution est organisée. Alors je voulais vous dire dans ce budget, techniquement, vous parlez de mensonges. Moi je pense qu'il faut nous dire effectivement la vérité. Dans le projet qui est le nôtre, la dépense publique rapportée au PIB baisse. Elle baisse, monsieur le député. Ça veut dire que dans ce que nous produisons l'année prochaine, si ce budget est voté tel que nous le proposons, il y aura moins de dépenses publiques en 2026 qu'en 2025. 56,8 on va faire la peau aux pauvres, 56,4 l'année prochaine. aux vieux. Vous parlez d'impôts. À tout le monde. Vous nous dites c'est mais pas aux riches. Il y aura moins d'impôts par rapport au PIB l'année prochaine qu'en 2019. Il y aura moins d'impôts dans le budget l'année prochaine qu'en 2019. Et quand vous nous dites « nous ne pouvons vous croire, vous mentez », il y a une chose, monsieur le député, une chose, que pas à pas, semaine après semaine, mois après mois, j'ai suivi avec vous en toute transparence. C'est l'exécution du budget 2025. Et oui, le déficit baisse avec exactement le chiffre que vous, députés, avez mis dans le compromis du mois de février. Le déficit sera de 5,4%. Nous nous y étions engagés et nous l'avons fait devant vous, avec méthode, avec rigueur. C'est fini, Amélie. Le moins que l'on doit au Parlement. Vous débattez, vous votez, nous exécutons. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bon, des éléments de langage et puis la redite de la dernière fois. Paul Midi pour le groupe Ensemble pour la République. Les macronistes pour la dernière question d'aujourd'hui. Madame la Présidente.
Ma question s'adresse au ministre de l'économie et des finances. Dans notre pays, il y a aussi des bonnes nouvelles. Ces dernières années, nous assistons à une véritable pluie de prix Nobel français. C'est Alain Aspect, merci de tous les applaudir, Anne L'Huillier, Pierre Agostini, Michel de Virey, tous français et qui ont reçu les prix Nobel, et d'ailleurs tous aussi issus de ma magnifique circonscription de Paris-Saclay. Et donc je les salue. Et avant-hier, c'est le français Philippe Aguillon. En même temps, quand on construit artificiellement une université en la dopant d'argent public, en asséchant les autres... ont permis de démontrer que la clé de la croissance, c'est l'innovation, pardon, mais Paris-Saclay, c'est de l'arnaque. Le leadership technologique, la capacité à créer un environnement qui permet le développement des meilleures technologies au monde. Plus de croissance, c'est plus de ressources publiques et des meilleurs salaires pour tous les Français. Donc, plus d'innovation, c'est plus de ressources publiques pour payer la santé, l'éducation, notre sécurité et des meilleurs salaires. Ah, c'est plus d'argent à retirer au service public. C'est le projet que nous portons depuis des années. Oui, il l'a annoncé, on était en train de suivre. Avec Gabriel Attal et tous les députés du groupe Ensemble pour la République. Nous avons consacré beaucoup de moyens à l'innovation ces dernières années, mais il faut continuer à accélérer car nous sommes en compétition avec les États-Unis et la Chine qui ont considérablement accéléré. Il faut maîtriser nos dépenses pour retrouver les marges de manœuvre sur les sujets prioritaires comme la recherche et l'innovation. Nous serons donc particulièrement attentifs dans les débats budgétaires que l'innovation soit une priorité et que les dispositifs qui y concourent soient préservés ou renforcés, comme la loi de programmation de la recherche, le plan France 2030, le crédit impôt recherche, le dispositif JEI et le dispositif Jeune Docteur. Aussi, Monsieur le Ministre, partagez-vous les conclusions du prix Nobel et pouvez-vous nous rassurer sur ce sujet? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Roland. Prix Nobel qui dit qu'il faut arrêter avec la politique macroniste. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Paul Midi, en 1983, je pense que vous n'étiez pas né, 15 ans après la création du prix Nobel d'économie, la France avait son premier prix Nobel, Gérard Debreu. 5 ans plus tard, Maurice Allais, en 1988. Il a fallu ensuite attendre 35 ans avant qu'on ait un autre prix Nobel d'économie, Jean Tirole, puis Esther Duflo, puis maintenant Philippe Aguillon. Esther Duflo est prix Nobel. Ah ouais. Aussi, mais les 3 derniers sont absolument exceptionnels. Ils travaillent sur des sujets très différents, la microéconomie, la théorie de l'incertain pour Jean Tirole, l'économie de la pauvreté pour Esther Duflo, les théories de la croissance, vous l'avez dit, pour Philippe Aguillon. Ils rayonnent dans le monde entier. Ils ont enseigné à l'étranger, Philippe Aguillon notamment à Harvard. Et ce sont, c'est très important, des prix Nobel d'économie, des chercheurs de classe mondiale qui s'intéressent à la vraie vie, qui sont capables d'éclairer la décision publique avec des recommandations concrètes qu'on peut ensuite décider de débattre et de voter ici. Philippe Aguillon, vous l'avez dit. Ça alors, la recherche est utile au bien commun? Alors pourquoi on la sous-finance en France, hein? Nos concitoyens. Pourquoi est-ce qu'on lui retire des centaines de millions chaque année? Artificielle qui a amené le sommet de l'intelligence artificielle en février dernier, puis le lancement des travaux sur l'intelligence artificielle qui font de la France, peut-être pas la première encore, mais la 2e puissance internationale sur ce sujet qui est un sujet fondamental. Donc je voudrais vraiment le remercier. Oh, le melon qui se prend là, Roland. À écouter son interview sur France Inter hier matin, parce qu'il a donné quelques idées concrètes, à la fois sur la réforme des retraites et sur d'autres. Et puis, vous l'avez dit, il faut continuer à travailler pour que l'innovation soit au cœur de nos priorités. Non, mais vous avez un certain nombre de sujets qui vous tiennent à cœur. Sur les 200 pays du monde, on est 150e volonté dans le forte classement. De s'assurer que l'innovation est au cœur de notre stratégie de croissance. Elle est entière et je sais que vous la partagez. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, voilà. Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprendra à 15h. Allez, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ça y est, c'était la reprise des questions d'actualité au gouvernement, des sujets assez divers, mais qui portaient principalement sur les questions économiques, les questions internationales et surtout au Proche-Orient, et puis bien sûr les éléments sur la préparation du budget 2026 qui ont laissé les députés avec un besoin de réponse pour savoir
à quelle sauce finalement ils vont commencer à être mangés à partir de lundi prochain. On va revenir un petit peu justement sur cette histoire de suspension de réforme des retraites. Ça a été donc lâché tout à l'heure par Sébastien Lecornu. Je ne sais plus qui c'est qui demandait ça. J'ai oublié le nom, enfin le ou la députée qui demandait ça. Mais voilà, Sébastien Lecornu a annoncé, je crois que c'était Paul Christophe, vu que c'était Horizon. Paul Christophe a donc demandé... Ah non, ils n'ont pas eu le temps de répondre parce que leur parole était déjà passée. Donc on n'a pas pu avoir la réponse. Par contre, on a eu la réaction du RN qui n'a pas eu le temps de mettre à jour sa réponse, quand bien même ils aient eu une demi-heure, voilà, puisque Jean-Philippe Tanguy s'est pris les pieds dans le tapis littéralement, et c'était très drôle. On n'a pas eu les caméras sur le groupe socialiste au moment où Sébastien Lecornu expliquait ça, donc voilà. Justement, expliquons un petit peu tout ce qu'il en est de ce point de vue-là, parce que c'est intéressant. Sébastien Lecornu a donc annoncé que la réforme des retraites serait suspendue via un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. C'est un texte qui va être étudié au Parlement, et pour celles et ceux qui ne comprennent absolument rien de ce que je viens de raconter, c'est un texte qui définit à peu près combien est-ce qu'on dépense dans toutes les branches de la sécurité sociale. Combien pour les retraites, combien pour les caisses d'allocation familiale, combien pour les arrêts de travail, etc., etc. Et donc ce texte, il est déposé par le gouvernement, et les groupes politiques ont le droit de le modifier par le biais d'un amendement, c'est-à-dire un texte qui dit en fait ça je veux que ce soit plutôt comme ça, je veux enlever certains articles, je veux qu'on mette du budget supplémentaire sur telle ligne, etc., qui va être discuté, voté, donc potentiellement pour changer le texte. Le fait que le gouvernement passe par un amendement, ça prend au piège les socialistes là-dessus, puisque hier, les socialistes ont annoncé que s'il n'y avait pas suspension de la réforme des retraites, on censurait. Sébastien Lecornu a annoncé suspension de la réforme des retraites, donc les socialistes ont dit « Ok, on ne vous censure pas, tant que vous exécutez bien ce qu'on a dit, donc suspension de la réforme des retraites, et pas d'utilisation du 49.3. Oui, aussi, ça vaut aussi pour les Républicains. C'est ça aussi qui est très drôle, c'est que là, il y a une prise d'otage de pratiquement la moitié de l'hémicycle, et c'est magistral. Pourquoi on parle de ça ? Eh bien, tout simplement parce que cet amendement, il va être discuté dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc à un moment, la modification du texte pour dire voilà, on veut suspendre la réforme des retraites va être soumise au vote. Est-ce que les députés sont pour ou contre cette suspension ? Le fait est que une large majorité sur les bancs de l'Assemblée est sinon favorable à la suspension, au mieux carrément à l'abrogation, mais elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, il risque d'y avoir, enfin c'est pas un risque, c'est fort probable qu'il y ait donc que l'amendement soit voté par la plupart des groupes politiques. C'est-à-dire qu'il va transformer le texte du financement de la sécurité sociale pour dire ok, réforme des retraites suspendue, qu'il la décale d'1 an et demi. C'est un décalage en plus, c'est fini, on arrête de l'appliquer, c'est juste on la décale d'1 an et demi. Pareil, il y a de l'enfumage aussi à ce niveau-là. Pour autant, pour que ce soit définitivement adopté, il faut que l'entièreté du projet de loi de finances soit adoptée par l'Assemblée nationale et ensuite par le Sénat, ce qui n'est pas joué. Et donc, ça veut dire que si les socialistes veulent effectivement, et les républicains veulent de la suspension de la réforme des retraites, ils vont devoir voter l'entièreté des autres mesures, notamment l'année blanche pour les prestations sociales dont on a vu. Donc, des retraites en moins et sous-indexées, des prestations sociales et familiales qui ne seront pas revues. Sinon, la suspension n'aura pas lieu. Parce que si vous votez contre le financement de la sécurité sociale, vous voterez contre la suspension de la réforme des retraites. Le piège s'est refermé sur les Républicains, mais surtout sur le Parti socialiste. Le Parti socialiste qui, hier, jubilait à l'idée d'avoir le gouvernement au creux de sa main, à pouvoir rajouter des lignes rouges sur le fait de ne pas être censuré, eh bien, est en train de se faire prendre à son propre jeu, puisque c'est le gouvernement qui est en train de gagner cette bataille, déjà presque gagnée d'avance, j'ai envie de dire, d'autant plus s'il n'y a pas d'engagement du 49.3. Je pourrais même vous parler aussi de toute la navette parlementaire, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais voilà, le piège des socialistes s'est retourné contre eux, et donc, à moins qu'ils retournent leur veste demain et finalement décident de censurer le Premier ministre, c'est eux qui finiront par y perdre des plumes.
Voilà, c'était ma petite conclusion spéciale sur la réforme des retraites. J'ai envie de dire c'est magistral, mais c'est terriblement magistral. Encore une fois, c'est une brutalisation de nos institutions. J'ai envie de dire, on est habitué, ça fait 8 ans. Préparez-vous, il y a encore 2 ans à tenir. Voilà, et on va arrêter cette VOD là sur les questions d'actualité au gouvernement. Nous, on va foncer du côté du Sénat où Sébastien Lecornu va faire cette déclaration de politique générale. On va voir un petit peu à quelle sauce les sénateurs et sénatrices vont accueillir Sébastien Lecornu. Ce ne sera pas rediffusé sur la chaîne, je tiens à le dire. Donc si vous voulez parfois des petits éléments comme ça qui ne sont pas rediffusés sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir en direct sur Twitch. On est en live tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h à peu près 17h30. Et donc, je me ferai une joie de vous accueillir. En attendant, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à liker et commenter. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.